Bonjour à tous, peut-être en avez-vous entendu parler, une pluie d'étoiles a été observée durant la nuit du 13 au 14 décembre dernier, l'une des plus spectaculaires de l'année, diront même certains. Cela n'avait donc pas encore visité The Story of the Star, une exposition XXL consacrée à Mercedes-Benz. Elle se tient en ce moment ici au musée Autoworld avec une cinquantaine de voitures parmi les plus emblématiques du constructeur à l'étoile. Nous vous en proposons une petite visite dans cette émission, mais avant ça, voici un petit aperçu de ce que vous pourrez découvrir au prochain Salon de l'Auto, c'est dans quelques jours. D'ici quelques jours, le Salon de l'Auto sera de retour à Bruxelles, une 102e édition déjà. Alors Franck, vous êtes prêt ? Oui, on est très enthousiaste en fait pour ce grand salon parce qu'il n'y a plus la différence entre un petit salon et un grand salon. C'est 65 marques automobiles qui seront présents, qui est vraiment, qui représente 95% de ce qui est actif sur le marché belge en tant que marque automobile. Donc une belle représentativité du marché et un marché automobile auquel s'ajoute le marché des motos puisque cette année les motos sont de retour à Bruxelles. Les motos sont de retour et on en est vraiment ravis parce que les visiteurs nous l'ont demandé. En fait, la moitié des visiteurs ont indiqué l'an dernier qu'ils voulaient voir aussi des motos au Salon de Bruxelles et voilà, on a dédié tout un palais à ces produits-là. Alors on le sait, en quelques années, le Salon de Bruxelles a acquis une stature internationale et j'en veux pour preuve cette année la présence d'un très grand nombre de premières, mais aussi l'élection de la Car of the Year. Tout à fait, on a l'élection de la voiture de l'année cette année-ci. Nous attirons 1500 journalistes venant de 40 pays avec cela. Et c'est aussi la preuve que les maisons mères en fait supportent vraiment le Salon de Bruxelles. Et non seulement c'est l'élection de la voiture de l'année, mais il y a aussi plusieurs premières mondiales. Donc c'est vraiment la preuve que le Salon de Bruxelles est important. On va suivre ça de très près. Encore une question sur l'importance que revêt un salon comme celui de Bruxelles pour le marché du B2B. C'est aussi un grand moment de réunion pour le secteur. Oui, tout à fait. Donc le Salon de Bruxelles n'est pas seulement là pour le particulier qui est intéressé par l'achat de nouvelles voitures ou qui est juste enthousiaste de la voiture, mais c'est aussi l'occasion en fait pour celui qui veut une voiture de société ou le fleet manager en fait de se renseigner, mais aussi de rencontrer les responsables chez les marques pour discuter des affaires qu'ils peuvent faire dans les mois à venir. À bon entendeur. Merci Franck. Merci bien. Donnez vie à votre flotte avec Zenith Graphics. Zenith Graphics, Sticker Solutions for Vehicles. Voilà, et nous sommes de retour au musée Autoworld pour l'expo The Story of the Star, une rétrospective qui retrace les 140 ans d'histoire de Mercedes-Benz, une épopée que raconte bien sûr la première création de Carl Benz, cette patent motorway, un tricycle donc, mais animé par un moteur à combustion, considéré comme beaucoup comme la première automobile de l'histoire. Ici, le public peut encore découvrir d'autres icônes comme cette Mercedes 540K Cabriolet ou encore la fameuse 300 SL Gullwing, la première supercar de l'histoire, 3/4 de siècle avant l'AMG One. Avec son moteur V6 issu de la F1, celle-ci fera aussi date dans l'histoire de la marque. Voilà, et pour l'heure, nous avons rendez-vous avec une autre icône. Partout, c'est le même refrain. La ville gagne du terrain. Oui, si les citadins doivent pouvoir y circuler et en sortir, tous les autres doivent pouvoir y rentrer. Plus que jamais, le mot d'ordre est polyvalence. Ça tombe bien, il paraît que c'est l'autre nom de la nouvelle Clio. Elle a tout d'une grande. Vous vous souvenez peut-être du slogan. Il a fait les belles heures de la Clio en télé, c'était dans les années 90. Et on peut dire que ça n'a pas trop mal fonctionné puisqu'il s'en est écoulé depuis plus de 17 millions d'unités. Pour perpétuer la lignée, Clio ne renie pas sa vocation de citadine. Toujours à l'aise en ville, elle grandit un peu mais pas trop et profite d'une personnalité plus affirmée. On peut même dire qu'elle est méconnaissable et ce n'est pas pour nous déplaire. Son dessin est plus techno, plus affûté. En un mot, plus sensuel.
Avec son regard magnétique, ses formes athlétiques et sa silhouette de coupé, Clio rompt avec les codes du segment. Mieux, elle les réinvente. C'est encore plus visible dans cette finition esprit alpine, franchement racée. Et ça, c'est aussi vrai pour l'intérieur. Là aussi, la Clio a tout d'une grande. Le grand écran central du système multimédia OpenAir Link offre un accès direct à tous les services Google, une exclusivité dans la catégorie. Et pour en profiter pleinement, Renault vous offre 2 gigaoctets de stockage par mois durant 3 ans. Une compacte du segment B qui singe celle du segment C, c'est aussi une citadine qui peut s'aventurer hors de la ville et pour ça évidemment on apprécie la navigation embarquée via Google Maps, mais on apprécie plus encore le nouvel ensemble châssis-moteur. Dans ce domaine, Clio fait figure de maître étalon, un étalon très à l'aise dès qu'on lui lâche la bride, avec des voies élargies et une prise de roulis bien maîtrisée. La voiture est bien assise, comme le conducteur du reste qui profite de réglages de grande amplitude. La direction, elle, est réactive. L'amortissement, toujours progressif, jamais trop ferme. Et puis, il y a bien sûr le moteur. Parce qu'il y a pas mal de citadins qui ne peuvent pas recharger et de professionnels pour qui l'électrique n'est pas une option, Clio fait confiance à la technologie full hybride. Badgée e-tech, elle embarque un 1,8 litre, 260 chevaux. Sur papier, ça en ferait presque une GTI, et pourtant l'objectif n'est pas là. Non, l'objectif, c'est d'abaisser les consommations. Promesse tenue avec une moyenne de 3,9 litres WLTP et surtout des émissions maîtrisées. Et ça, évidemment, c'est tout bon pour l'ATN, comparable à celui d'une électrique, mais avec une autonomie de près de 1000 km. Plus que jamais, elle a tout d'une grande. On l'a dit, Mercedes-Benz s'est bâti une réputation planétaire sur sa capacité à innover, notamment en matière de sécurité. La première carrosserie équipée d'une zone de déformation programmée, eh bien, c'est elle, dans les années 50 déjà. On avance dans le temps jusqu'à la généralisation du freinage ABS. Eh bien, c'est elle, dans les années 70. On avance encore un peu et on a le premier airbag monté de série, c'est elle, dans les années 80. Et dans les années 90, avec cette classe S, on a le système ESP. Toutes ces innovations se retrouvent le plus souvent d'abord sur les classes S et SL, de véritables vitrines technologiques pour la marque. C'est bien simple, de sa naissance à aujourd'hui, le constructeur a déposé pas moins de 100 000 brevets, un goût pour l'innovation permanente que l'on retrouve aussi chez Ford. On le sait, la technologie des batteries est de celle qui progresse le plus vite aujourd'hui. Pour que nos électriques continuent de satisfaire à la plupart des usages, elles doivent rester bien à la page. Prévenir l'obsolescence d'un modèle électrique, c'est d'abord veiller à ce que son autonomie soit toujours bien suffisante. Chez Ford, cet impératif repose sur 3 ingrédients qu'on vous détaille aux 2 extrémités de la gamme. En entrée de gamme, la Puma Gen E, un crossover compact, urbain mais polyvalent et qui, pour mériter ce qualificatif, embarque un pack de batterie bien calibré. Un pack de 43 kWh qui profite déjà, quelques mois seulement après son lancement, d'un tout nouveau design permettant d'exploiter une plus grande partie de ses capacités brutes. Et cela, ça évite d'avoir embarqué des batteries plus grosses et donc plus lourdes. Et oui, parce qu'à quoi bon emporter des batteries énormes si c'est pour plomber les rendements ? Dans la famille Ford, on soigne les consommations, une bonne habitude maison. Celle de la Puma Gen E figure parmi les plus basses du segment, avec une moyenne de 13,1 kWh au 100. Avec tout ça, le modèle profitait à son lancement il y a quelques mois d'une autonomie de 376 km, désormais portée à plus de 400. Et tout ça, grâce à la nouvelle configuration des batteries. On parlera dans son cas d'évolution continue, voire d'évolution permanente, une formule appliquée jusqu'à l'autre bout de la gamme. L'autre bout de la gamme, c'est ce e-Tourneo Custom, un modèle situé quelque part entre le gros monovolume et le minibus, capable de transporter jusqu'à 9 occupants. Et ce modèle, il est disponible en plug-in hybride, mais aussi en version 100% électrique.
Ford vient de l'annoncer, cette dernière version disposera d'ici peu de vitesses de recharge plus importantes grâce à des mises à jour over-the-air sans passage par l'atelier. En charge rapide, le modèle pouvait jusqu'à présent récupérer de 10 à 80% de batterie en 39 minutes. Et grâce à la mise à jour proposée par l'environnement Ford Pro, ce temps tombe désormais à 29 minutes. Et 29 minutes, c'est un gain de temps considérable dont profiteront tous les utilisateurs de e-Tourneo Custom, même ceux des exemplaires déjà immatriculés. Autre bonne nouvelle pour ceux qui seront mis en production à partir de janvier. La capacité de leur batterie passera de 64 à 71 kWh, ce qui permet d'accroître l'autonomie de 34 km et toujours avec une capacité de remorquage de 2 tonnes. C'est aussi ça, l'évolution permanente. L'innovation chère à Mercedes s'applique aussi à ses mécaniques. Saviez-vous que Mercedes-Benz est le premier constructeur à avoir monté un moteur diesel sur une voiture de tourisme? C'était en 1936 sur cette 260D. Depuis, nos automobiles ont bien changé et les recettes d'hier ne sont plus nécessairement celles qui ont cours aujourd'hui. Et ce n'est pas chez Alpine qu'on vous dira le contraire. Il y a des héritages lourds à porter. Pas simple d'assumer celui d'une fluette berlinette à l'heure des voitures à batterie. Perpétuer l'art du minimalisme, cultiver le goût de la conduite authentique, c'est le défi qu'ont relevé les concepteurs de la dernière Alpine, son premier crossover. Chez Alpine, on parle de Sport Fastback, car l'identité Alpine, c'est d'abord un profil, une silhouette. Une chute de toit qui convient aussi bien à un coupé qu'à une familiale, 7 à 390 et les deux à la fois, et un trait d'union entre aujourd'hui et autrefois. Esthétiquement, le dessin multiplie les clins d'œil au passé, avec une signature lumineuse en 4 éléments, soulignée d'une nuée de triangles, un capot nervuré, des flancs plissés et une lunette arrière en visière de casque pour optimiser l'écoulement d'air. À l'intérieur, tout sent bon le sport, à commencer par le poste de conduite orienté conducteur et qui plus est particulièrement bien fini. Le cuir n'a pas cours des contreportes au siège baquet en passant par le volant à double mets plat, avec 2 manettes inspirées de la F1, une pour l'overboost, une pour le freinage régénératif, avec un mode one pedal. Et oui, parce que la première familiale d'Alpine est aussi 100% électrique, un choix qui colle évidemment à la stratégie, à la trajectoire de la marque et qui permet le grand écart entre ADN sportif et vocation familiale. Avec ses batteries sous le plancher, l'A390 libère beaucoup d'espace à l'intérieur, notamment à l'arrière, et dispose d'un centre de gravité bas et d'un plancher plat. De quoi autoriser ses concepteurs à limiter la longueur de la voiture et de son empattement au profit de l'agilité sans pénaliser le confort des occupants. Ajoutez à cela une répartition des masses idéale entre les essieux, 49-51, et vous obtenez une voiture à la fois efficace et franchement joueuse, une vraie voiture à conduire, avec une architecture électrique qui favorise encore cette agilité naturelle. L'A390 adopte une transmission intégrale confiée à 3 moteurs électriques, un sur l'essieu avant et 2 à l'arrière. Ces derniers entraînent chacun leur roue indépendamment et en recevant davantage de couple, la roue arrière extérieure au virage tourne plus vite que sa voisine. C'est l'Active Torque Vectoring, signé Alpine, une technologie qui favorise le dynamisme et le plaisir. 2 versions de la 390 sont proposées, une GT de 400 chevaux et plus de 550 km d'autonomie et une GTS de 470 chevaux, 824 Nm, 0 à 100 en 3 secondes 9, une vraie Alpine. S'il a bâti sa réputation sur la route, Mercedes-Benz l'a consolidée sur la piste. Des flèches d'argent des années 30 à celles pilotées par Lewis Hamilton, l'étoile a brillé sur les plus beaux circuits du monde. Ici, au musée Autoworld, le visiteur pourra notamment découvrir cette Mercedes 190 Evo 1
engagée en DTM, ou encore cette 300 SEL Roteau, la truie rouge en français, une voiture qui terminera deuxième des 24 heures de Francorchamps 1971. Il y a aussi cette impressionnante Sauber Mercedes C9. Sur les 18 courses qu'elle disputera, elle en remportera pas moins de 16, dont celle des 24 heures du Mans 1989. Voilà, et sans transition, nous aussi, nous avons rendez-vous sur la piste. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dream Cars. Pour vendre des voitures de sport dans un monde où tout s'accélère, sauf nos déplacements, toujours plus lents, le talent ne suffit pas, il faut la foi. La foi chez Ford, c'est le culte de l'évasion, de l'aventure en voiture, et mieux qu'aucune autre, c'est la Mustang qui incarne ça. Chez Ford, le culte Mustang autorise toutes les audaces. Poursuivre le développement d'une sportive à V8 atmosphérique quand tout passe à l'électrique, ou plus fort encore, transformer un SUV électrique en reine des rallyes. Avouez, dans les deux cas, il faut la foi. Mustang Dark Horse contre Mustang Mach-E Rally, c'est notre confrontation du jour. Alors pour convaincre les amateurs de performance, la ferveur c'est bien, mais le palmarès c'est encore mieux. Clin d'œil au Ford engagé en WRC, la Mach-E Rally n'est pas là pour amuser la galerie. Garde au sol rehaussé, jantes pleines chaussées de pneus 4 saisons pour attaquer les graviers, Michelin Cross Climb tout à flanc haut, programme de conduite Rally Sport. Et frein Brembo. Pour sa 7e génération, le coupé sport le plus vendu de l'histoire fait son retour en compétition. Au plus haut niveau, en GT3, GT4, NASCAR et même au Mans. Cette version Dark Horse est là pour le rappeler avec l'inaltérable duo boîte manuelle et V8 Atmo, et puis bien sûr des attributs esthétiques spécifiques. Elle s'offre surtout un pack performance avec un radiateur d'huile moteur auxiliaire, un radiateur de pont arrière, un radiateur moteur plus léger et des ventilateurs plus puissants pour optimiser le refroidissement. Il y a aussi les jantes élargies, un différentiel mécanique à glissement limité, des freins Brembo à étrier fixe, une suspension active Manieride et des Pirelli P0 PZ4. N'en jetez plus, le V8 Coyote développe 457 chevaux et 537 Nm contre, tenez-vous bien, 487 chevaux et 880 Nm pour cette Mach-E Rally. 0 à 100 en 4 secondes 1, 0 à 100 en 5 secondes 2. Sur papier, il n'y a pas photo. Alors l'arrière, la mamie? Attendez de voir. Sur l'épreuve du sprint, la Mach-E Rally met 1 seconde à la Mustang Dark Horse. Reste à voir sur un tour rapide. Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. Dreamdrive.be. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission depuis l'expo The Story of the Star. Vous avez jusqu'au 22 février
pour la visiter. Moi, je vous retrouve très vite, dès le samedi 10 janvier, pour la plus longue émission de l'année. Ce sera la spéciale salon de Fleet TV avec de nombreux invités, avec des scoops, des confidences, des annonces et bien sûr, tout ce que vous devez savoir pour visiter le salon. On se quitte avec les images des plus belles étoiles de la constellation Mercedes et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle année 2026.